Vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. C'est la bibliothèque anarchiste avec Michel, Michael et Philippe. Aujourd'hui, nous étudions Albert Camus et les libertaires, écrit rassemblé par Loup Marin, aux éditions Égrégore. Alors Michel, qui était Albert Camus ? Donc Camus semble bien connu, les lycéens sont supposés l'étudier, il a été prix Nobel de littérature, tout le monde le sait, il fait partie des grands écrivains de langue française, et pourtant il semble assez méconnu dans pas mal de dimensions, je trouve, de son existence et de son œuvre, et en particulier dans son rapport avec les anarchistes. Alors tout d'abord quelques détails biographiques. Donc il est né en 1913 à Mondovì en Algérie. Il faut souligner ses origines populaires. Son père, je crois, est ouvrier agricole. Il travaille pour un négociant en vin. Et ce père sera tué à la guerre très peu de temps après la naissance d'Albert Camus, puisqu'il est tué en octobre 14, c'est-à-dire qu'il est incorporé en septembre 14. En octobre 14, il y passe. Il mourra Saint-Brieuc de ses blessures. Donc la mère de Camus se retrouve seule avec deux enfants. Elle est sourde, elle est illettrée. Et elle va travailler d'arrache-pied pour nourrir ses deux fils. Alors la petite famille vit dans un quartier populaire d'Alger. Alors je sais plus exactement quel était son métier. Je crois qu'elle était bonne ou femme de ménage. Elle était femme de ménage. Oui. Oui, elle était d'origine espagnole aussi. Il faut le souligner parce que ça aura de l'importance sans doute dans le parcours ultérieur de Camus. Alors, qui gardera toujours un attachement et une admiration sans borne pour sa mère, avec laquelle il était pourtant très difficile de communiquer. Enfin, c'est assez particulier pour un écrivain, je pense, d'avoir une mère sourde et illettrée. Ça va être quelque chose un peu peut-être parfois difficile. Alors, je disais que la famille Camus s'était installée à Alger, et Albert Camus va être vite remarqué par un instituteur qui s'appelle Louis Germain, et cet instituteur va le pousser à poursuivre ses études pour aller au lycée. C'est décisif sans doute pour quelqu'un qui a les origines sociales de Camus de trouver un homme comme ça sur son passage, tel point qu'il le remerciera d'ailleurs de son prix Nobel en disant que sans lui, sans cet instituteur, rien n'aurait été possible. Donc il fait ses études et il va être assez brillant, semble-t-il, puisqu'il va en Hippocagne, il fait des classes prépa. Là il a un prof qui lui fait découvrir Nietzsche, donc c'est une découverte un peu capitale parce que c'est une référence qui poursuivra longtemps. C'est vrai. il faut le dire. Alors, en 1935, il a 22 ans, et on peut souligner qu'à ce moment-là, il va entrer au PCF quand même, et dans le même temps, il va commencer à faire du théâtre, et il va fonder un théâtre qui s'appellera le Théâtre du Travail. Mais 2 ans plus tard, à peine, il quitte le parti, je crois à cause de ses positions justement sur la lutte d'indépendance, peut-être, déjà. Il y a aussi la question des procès. La question des procès de Moscou, 37. Et il va rebaptiser son théâtre le théâtre de l'équipe. Alors, il était tuberculeux et cela va lui interdire l'enseignement, puisque je crois qu'il est recalé à l'agrégation, justement à la visite médicale, 2 fois. Voilà, on veut pas des tuberculeux en prof. Donc Camus doit se reconvertir dans le journalisme. Il est en quarantaine. Oui. Ça lui arrivera plusieurs fois par la suite. Oui, de façon figurée, Camus est un habitué de la quarantaine. Alors, il va travailler dans un journal qui s'appelle l'Alger Républicain, je crois, même si dans le bouquin de Loup Marin, j'ai vu qu'il parlait aussi du Soir Républicain. Donc, j'ai pas bien compris. Mais bon. Alors, il faut savoir que ce journal, Camus commence à y écrire en 38. Et ce journal sera interdit en 40. Et sans doute parce que Camus, il défendait des opinions qui avaient quand même certains relents anarchistes. D'ailleurs, le journal sera accusé par son mécène d'être devenu un journal anarchiste. Alors bon, l'insulte, on la connaît, elle est facile, elle peut servir à discréditer quelqu'un, même s'il n'est pas du tout anarchiste. Cependant, il faut voir que Camus, dedans, dans son journal, bataillait déjà contre le nationalisme imbécile des Français. Il bataillait aussi contre le conformisme étatique.
la Donc censure. c'est pas une insulte finalement, anarchiste, c'est un compliment. Oui, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, Dans non, la bien bouche, sûr, dans la bien bouche sûr. des réactionnaires, Évidemment. anarchiste est une insulte, un stigmate qui vise à discréditer quelqu'un. Bien sûr. Et ça, c'est permanent, ça continue aujourd'hui. Un anarcho autonome, c'est quelqu'un qui doit aller en prison, c'est évident. Exactement. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est complètement infantile et qui n'a pas compris qu'il fallait s'adapter et devenir flexible. Alors, donc Camus, en plus d'attaquer le nationalisme, le conformisme étatique, la censure, a déjà le mauvais goût de défendre le droit individuel à l'objection de conscience. D'autre part aussi, il semble qu'il ait défendu l'idée, qui était typiquement anarchiste à l'époque, que les démocraties bourgeoises et capitalistes étaient non pas l'antithèse du fascisme, mais les prodromes, finalement, le précurseur du fascisme. Donc tout ça, évidemment, on imagine, en 1940, il ne fait pas bon de l'écrire, donc le journal est interdit. Oui, Philippe ? Oui, en effet, sur cette question de l'épisode avec Alger républicain et Soir républicain, alors il faut dire que Camus, très très vite, tout en étant un pied noir, et issu de pied noir, se rend compte qu'il y a une situation coloniale dans ce pays. Et cette situation coloniale, il l'aperçoit très très durement, non seulement parce qu'il y a un chauvinisme grand blanc qui fait que lui, fils d'Espagnol, d'une bonne Espagnole, est tout de même pas exactement en dehors de sainteté, mais aussi parce qu'il se rend compte qu'en dessous de lui, petit Espagnol boursier, il y a des Arabes, il y a des coloniaux, enfin il y a des gens qui sont opprimés d'une façon terrible. Et c'est c'est une des premières raisons de sa prise de conscience et de son intervention dans les journaux. Dans Alger républicain, il faut quand même le dire, sera le journal qui sera interdit tant de fois en Algérie, dans la période coloniale. C'est le journal qui va être aussi dirigé par Henri Alleg, par exemple, l'auteur de La Question, qui en 1956 sera donc pris par les parachutistes au moment de l'interdiction du journal, torturé, et on connaît cette affaire. Donc Alger républicain a une longue tradition anticoloniale, et Camus se fait connaître et se fait reconnaître en écrivant des articles sur la situation en Kabylie. Et sur la misère kabyle. Et donc c'est vraiment typiquement le genre de choses qu'il ne faut pas écrire en Algérie. Alger républicain était un journal qui, à l'époque, dans toute la période où il a existé, était un journal complètement honni par les autorités coloniales et bien sûr par les puissances d'argent locales. Et il y avait de très très nombreux attentats physiques contre les journalistes d'Alger républicain et aussi de Soir républicain. Parce que Camus, il faut le savoir, il écrivait dans plusieurs journaux, à la fois donc Alger républicain, Soir républicain, d'autres encore. Et son activité de journaliste, au début, se concentre sur la question coloniale. Et on voudrait bien le dire, lorsqu'on aura son fameux très célèbre roman L'étranger, qui se passe en Algérie, et l'histoire du meurtre d'un Arabe algérien par un Français d'Algérie. Et l'atmosphère, le décor colonial de ce roman est souvent oublié. Alors que c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin. Si Camus a situé son fameux meurtre absurde, etc., dans cette ambiance coloniale, d'une certaine manière, c'était aussi pour lui donner un sens autre que le simple absurde. Enfin, il y a quelque chose que nos professeurs de français devraient un peu méditer dans cette affaire et cesser d'étudier éternellement la page où le soleil se reflète dans l'œil de Meursault et où Meursault, saisi par une sorte de syndrome solaire, se met à tuer l'arabe qu'il a devant lui. Non, il se trouve qu'il y a aussi une situation coloniale. Il y a un colonial avec un colonisé. Il y a eu une bagarre qui a eu lieu un peu avant, il y a le colonisé qui a un couteau dans la main, et puis il y a le colonial qui a un revolver. Donc et c'est tout. Et le livre a un sens politique beaucoup plus profond qu'on le lit. Je voulais simplement faire cette petite intervention pour montrer à l'occasion de ce que tu disais que Camus constitue en fait sa conscience politique dans l'anticolonialisme. C'est comme ça que ça commence. Et bien sûr, le PC, est aussi un creuset pour ça à l'époque. Encore qu'il y ait, dans cette période, des hésitations de la direction du PCF à propos de la question de la nécessité ou pas de maintenir les colonies dans l'État français ou non.
Il y a eu des débats, et on sait très bien qu'y compris jusque pendant la guerre d'Algérie, ce débat a parcouru le PCF au point que il y avait des tendances dans le PCF qui pensaient que l'indépendance n'était peut-être pas la meilleure solution, qu'il fallait qu'il y ait une révolution en Algérie en même temps qu'une révolution en France, dans un cadre qui serait le cadre franco-algérien. Enfin, il y a eu beaucoup de choses tout à fait louches qui se sont passées. Voilà, Camus anticolonial, c'est comme ça qu'il commence, et ça le rend d'autant plus original. En 1940, il est en France au moment où l'armée française se fait battre à plat de couture par l'armée allemande. Et c'est un épisode intéressant, enfin il y a un épisode qui nous intéresse nous particulièrement, c'est pendant l'Exode, il va rencontrer Rirette Maître-Jean. Alors Rirette Maître-Jean, qui est-elle ? Elle a été la coéditrice du journal L'Anarchie, qui avait été fondé par Libertad au début du XXe siècle, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Et donc Libertad, un individualiste illégaliste célèbre, qui avançait sur ses béquilles, qui faisait du tapage dès qu'il pouvait, et qui n'hésitait jamais à en venir aux mains malgré ses 2 jambes invalides. Et donc Rirette Maître-Jean, qui avait aussi été la femme de Victor Serge. Victor Serge qui avait été en prison pour avoir un peu trop connu les membres de la bande à Bono, qui ensuite était parti en Union soviétique, avait rallié les bolcheviks, ouais. Avait manqué de se faire dessouder par les staliniens, est parti en Sibérie, qui s'est enfui, une vie d'aventure aussi. Une vie d'aventure. Camus avait entendu parler de lui, et il semble que c'est avec Rirette Maître-Jean qui va connaître pas mal d'anarcho-syndicalistes de l'imprimerie. Et il rencontrera d'ailleurs même aussi Victor Serge. Alors c'est aussi amusant de savoir qu'il la rencontre, je crois, en travaillant pour le journal Paris Soir, qui lui était pas du tout un journal de gauche. C'est vrai que dans les journaux il y a toujours une différence entre les ouvriers du livre, oui. Ceux qui font le journal, et les journalistes. Et ça, pendant très longtemps encore, s'est maintenu et se maintient encore d'ailleurs, la distinction entre ceux qui font le journal dans la réalité, puis ceux qui écrivent dans le journal. Et les témoignages, il y a des témoignages dans le bouquin de Lou Marin, des témoignages des ouvriers justement qui avaient côtoyé Camus, oui. Et qui le décrivent comme un type qui était beaucoup plus à l'aise au marbre. Ouais. Qu'en salle de rédaction, finalement. Ils disent même un parfait camarade. Un parfait camarade. Ce qui est quand même notable. Oui, parce qu'il était capable de chanter des chansons de corps de garde. Il n'avait pas de... Les fameux Allah. Il n'avait pas de réserve... il n'avait pas de réserve bourgeoise, je pense. Non, c'est ça. C'est un homme du peuple, Camus, ça, clairement. C'est quelqu'un qui a une habitude, une pratique de la population. Il vient d'un quartier d'Alger particulièrement misérable, et il vivait avec des gens très très modestes. Ça ne le gêne pas du tout de se trouver avec des ouvriers du livre, surtout s'ils sont anarchisants ou carrément anarchistes. Donc, ce qui est très fréquent et très ancien, comme on le sait, dans le milieu du livre et de l'imprimerie. Et de l'édition en France. Et comme disait Michael, en effet, on a une atmosphère politique très différente entre les salles de rédaction et les marbres en dessous, bien sûr, les typos. Ouais. D'ailleurs, Camus avait invité à son 2e mariage, non pas des camarades journalistes, des collègues journalistes, mais plutôt des ouvriers. Des typographes. Donc voilà pour cette rencontre avec Rirette Maître-Jean. Alors c'est important parce que c'est pas une rencontre qui va être ponctuelle, puisque finalement ça va l'ouvrir à tout un tas de contacts anarchistes qui dureront jusque dans les années 50 et peut-être même au-delà. Ah oui. Donc cette rencontre est pas du tout anecdotique, on va pas croire ça. Alors en 43, il travaille chez Gallimard, mais il va aussi passer à la direction de Combat. Donc un journal de la résistance. Alors là aussi interdit et clandestin bien sûr. Alors là aussi, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais Camus, à l'égard de la résistance qu'il a menée, qui était une résistance littéraire, enfin politique, de propagande, est assez admirable parce que c'est quelqu'un qui a tout à fait conscience de la place, il est absolument pas orgueilleux par rapport à ça. C'est quelqu'un qui reste très modeste. Il dit, qu'est-ce que m'a appris la résistance ? Elle m'a appris à mesurer le poids des mots, à éviter de faire de l'emphase, parce que quand on risque de mourir pour un article, on prend conscience que les mots ont un sens, ont une valeur, qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi, n'importe comment, et qu'on a une responsabilité à l'égard de ce qu'on écrit. Et c'est important parce qu'il dit, la plupart du temps, les écrivains vivent dans un monde irresponsable. Ils peuvent insulter qui ils veulent, sans que jamais ils n'aient à en subir les conséquences. Il n'y a pas que les écrivains, hein. Oui. Je veux dire, ça arrive aussi dans les radios. Oui, c'est sûr. Sur les listes radiophoniques, oui, c'est sûr. Alors, donc,
Bon, donc Camus, lui, a appris l'importance du poids des mots et il n'insulte pas n'importe qui, n'importe comment, sans soucier des conséquences. Et c'est ce qu'il a gardé sans doute de la résistance, et c'est une épreuve, une expérience qui pour lui seront, je pense, fondatrices de ses combats politiques futurs. Il a aussi le côtoiement de la mort. Oui. C'est-à-dire que vraiment, comme tu l'as dit, c'est un risque réel. Lorsque Camus transporte, par exemple, un article manuscrit vers une imprimerie clandestine, il le fait dans des circonstances qui sont telles que s'il est pris, par exemple, il est fusillé. Son compte est bon. Donc il ne s'agit pas d'une petite résistance, de café, où on parle de chasser les Allemands en buvant des Pernod. Là, il s'agit de gens qui font des articles, qui font des journaux qui sont distribués dans les boîtes à lettres la nuit, hors du couvre-feu, au-delà du couvre-feu, c'est-à-dire c'est la mort quand on se fait prendre. Et de très nombreuses personnes ont été prises, fusillées ou déportées, ce qui revenait au même. Donc là, on est vraiment face aussi à la mort et à l'acte de résistance qui amène à des violences, car combat appelait à la résistance violente. Un combat n'est pas un petit journal qui dit il va falloir chasser les nazis, ce serait bien s'ils s'en allaient. Non, c'est un journal qui appelle à s'armer. Donc cela veut dire que Camus est conscient, comme tu l'as dit, du poids des mots. Il dit aux gens, armez-vous et tirez. Et par la suite, il dira qu'il se sentait responsable et que c'était grave, en effet, de faire une chose comme ça, puisque des gens pouvaient, en effet, suivre de telles directives, suivre ces analyses et passer à l'acte. Donc, on est avec quelqu'un là qui est vraiment en phase avec une action révolutionnaire, donc anti-nazie. Et en plus, il faut le dire, nous sommes à quelques années à peine après la défaite de la Révolution espagnole, et Camus est très proche, psychologiquement, par sa mère peut-être, culturellement, par la langue, mais aussi par les habitudes, les comportements, les réflexes mentaux. Il est proche de l'Espagne, et aussi il est proche de l'Espagne à cause, bien entendu, de l'anarchie. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une seule phrase de Camus qui existe qui critique la CNT. Alors moi, je soulignais sa modestie face à son action et sa responsabilité face à ce qu'il écrivait, en pensant aussi à pas mal d'intellectuels contemporains, va-t-en-guerre, qui n'hésitent pas à se parler des vertus de la résistance à ceci, résistance à cela, allons faire la guerre à tel pays pour telle ou telle raison. Je pense que ces gens-là... pour justifier le terrorisme d'État. Souvent aussi pour justifier le terrorisme d'État, ces gens qui sont sans vergogne et sans morale, feraient peut-être bien de prendre de la graine de gens comme Camus qui, sans emphase, sans grands mots, ont risqué leur vie et ont de façon très concrète, et pas seulement sur les plateaux de télévision. Alors, petit détail, c'est pas si un détail que ça, il semble que ce soit en 1944 qu'il rencontre Sartre, avec lequel il va nouer une amitié assez profonde. Même si la rupture surviendra en 1952 suite à un article publié par les Temps modernes, qui était dirigé par Sartre, un article de Janson, qui justement critiquait l'homme révolté de Camus, en disant que c'était une révolte statique, quelque chose qui ne débouchera jamais sur une révolution et qui manquait de réalisme, j'imagine. Quelque chose dans ce goût-là. Tu voulais dire quelque chose, Philippe ? Non, je crois que en effet, 44, c'est un peu tardif pour la rencontre avec Sartre. Il le connaissait avant. Oui, parce que c'est ce que j'avais vu dans une biographie. Il le connaissait avant, en réalité. C'était des gens qui se connaissaient et se reconnaissaient en raison de leur publication et en raison du fait qu'ils étaient tous les deux des gens qui avaient monté des pièces. Donc, on est dans l'aventure de l'occupation, où des intellectuels cherchent à tout de même s'exprimer contre l'occupant, bien sûr avec une armada de métaphores et de phrases de contournement, afin que la commandanture bigleuse ne perçoive pas le sens profond de la pièce. C'est ce qui est arrivé aussi à certaines pièces de Sartre qui ont passé la rampe, parce que tout simplement... les mouches, par exemple. Oui, bien sûr, absolument. Parce que tout simplement le censeur allemand ne voit pas le sens du truc, ou bien il est fatigué de lire, et puis ça passe. Et puis c'est pareil un petit peu pour Camus. Il y a aussi des phrases, même dans le mythe de Sisyphe, qui date de 1942, qui sont des phrases qui sont manifestement des phrases qu'on peut retourner et qu'on peut comprendre comme quelque chose de véritablement
révolutionnaire. C'est pas du tout simplement le problème du suicide, comme il le dit dans la première phrase. Voilà, ça va au-delà de ce simple sujet. Ouais. Alors dans les années 50, alors je vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on va y revenir plus tard, parce que bon, Camus va s'impliquer en plus de son activité littéraire dans de nombreuses luttes politiques. Il va s'y impliquer de façon entière et assez rigoureuse et à certains égards assez solitaire, puisqu'il fait partie de ces gens qui, là aussi j'y reviendrai parce que c'est un point que je trouve intéressant, qui sont de gauche, voire d'extrême gauche, Oui. et qui pour autant ne sont ni staliniens ni trotskistes. Exact. Et qui, de ce fait, dans l'atmosphère politique de la France des années 50, se retrouvent quand même très très seuls. Dans la marge de la marge. Oui. C'est-à-dire que par rapport à l'ordre bourgeois, qui honnie déjà le Parti communiste comme un opposant dans le cas de la guerre froide, et bien sûr les trotskistes étant des opposants encore plus opposants, eh bien il y a après bien sûr le groupe des anarchistes, le groupe des libertaires, dans lequel se trouve Camus. Même s'il n'est pas impliqué toujours de façon absolument directe et immédiate dans des groupes, il est toujours très très près de ces gens-là, et on le verra lorsqu'on étudiera ses écrits, et particulièrement sa participation au monde libertaire. Oui. Il faut dire, Camus est quelqu'un qui a écrit dans le monde libertaire un certain nombre d'articles, il a fait des meetings, il a été utilisé par les anarchistes de l'époque comme, disons... une caution intellectuelle. Une caution intellectuelle, et dans certains cas de procès dont on parlera. Ça, c'était un compagnon de route, en fait, des libertaires. Absolument. Il est pour les libertaires, il est même pour la fédération anarchiste de l'époque, l'équivalent de Sartre pour le Parti communiste, c'est-à-dire un compagnon de route. Alors bon, je m'assiste pas sur le prix Nobel qui recevra en 57. Et bon, tout le monde connaît aussi sa mort accidentelle et brutale en 1960. Alors qu'il revenait à Paris et alors que avec son éditeur. avait dit qu'il aurait sa peau. Aussi, oui. Donc il faut quand même le dire aussi, les circonstances de l'accident de Camus elles sont troubles. Restent troubles. Alors, tout comme celle de la mort de Zola. C'est quelqu'un qui était un intellectuel perçu comme un danger par l'extrême droite, qui était victime de calomnies à l'extrême droite, avec des appels au meurtre, et Camus est mort de manière violente. Et dans les journaux de l'époque, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la rapidité de l'enquête qui a été menée sur les lieux de l'accident, puisqu'il semble que dans un premier temps, la police ait montré aux journalistes un lieu de l'accident qui n'était pas le bon. Déjà. Rien que ça. Et alors bien sûr, on est en pleine guerre d'Algérie, et l'OAS voit dans Camus un très grand danger, puisque Camus est un pied noir qui est favorable à l'indépendance algérienne. Et c'est quelqu'un qui, à ce titre, n'est absolument pas acceptable. C'est quelqu'un qui est sur la liste noire de l'OAS. Donc, c'est vrai, officiellement, c'est un accident de voiture. Mais combien de gens ont eu des accidents de voiture qui n'en étaient pas? Je pense, par exemple, à tous ceux qui ont laissé la vie dans ces circonstances-là et qui ont été tués par des espions soviétiques à l'aide de voitures béliers. Enfin, la liste est extrêmement longue pendant toute la guerre froide. Oui, le piolet n'était pas la seule arme des agents soviétiques. C'est ça. Parfois, ils utilisaient la calandre de leur voiture jusqu'au, vous vous en souvenez, le parapluie empoisonné dans les années 70, en plein Champs-Élysées, où quelqu'un avait été assassiné de cette façon, piqué par un bout de parapluie empoisonné. Bon, ça, c'est l'espionnage, on va pas en parler, mais je voulais simplement signaler que la mort de Camus doit être considérée comme suspecte. D'accord. Donc maintenant, on va peut-être écouter un peu de... On va écouter en effet un peu de musique, et en l'honneur de ce que Camus aimait, c'est-à-dire l'Espagne, nous allons écouter une très belle chanson de la guerre d'Espagne chantée par Woody Guthrie et ses copains américains. Esa primera línea de fuego, en el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, si tú quieres
candela, ali tienen una donna. En la entrada de la zona hay un moro Mohamed. En la entrada de la zona hay un moro Mohamed que te dice paisa, paisa, que quieres para comer. Que te dice paisa, paisa, que quieres para comer. El primer paso que dan son granadas rompedoras. El primer paso que dan son granadas rompedoras. El segundo de Masaya para recordar memoria. El segundo de Masaya para recordar memoria. Si me quieres escribir ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, à la radio de la Fédération anarchiste. C'est la bibliothèque anarchiste. Nous continuons l'étude de l'homme révolté, pardon, non pas de l'homme révolté d'Albert Camus, mais d'Albert Camus et les libertaires, écrit, rassemblé par Loup Marin aux éditions Égrégore. Alors Michel. Alors, si nos auditeurs n'ont pas compris la petite bourde de Michael, il faut savoir qu'il y a encore 10 minutes, il est en train de compulser frénétiquement l'homme révolté pour refaire ses gammes. J'en parlerai. Donc, alors cette première partie, enfin cette deuxième partie après la biographie sur Camus va s'intéresser un peu à la philosophie de Camus, sa philosophie de la révolte, et on va se demander si, dans quelle mesure il était un philosophe libertaire, et dans quelle mesure il défendait une position révolutionnaire, ce qui peut nous amener à poser des questions assez intéressantes sur ce qu'on peut faire de Camus actuellement, et dans quelle mesure on peut peut-être nous en inspirer politiquement, peut-être, ou pas, faut voir. Alors, chez Camus, beaucoup de choses partent de ce qu'il appelle l'absurde. Qu'est-ce que l'absurde ? C'est le conflit entre deux choses, entre la recherche du sens de l'existence par l'homme et le silence du monde, le silence impénétrable du monde. Ce qui fait que les hommes en recherche de ce sens de leur existence se heurtent justement sans fin à ce silence et n'arrivent pas à trouver un sens à leur existence. Le monde reste muet. Alors Camus va évaluer différentes solutions possibles, comme par exemple la religion, et il en arrive quand même à l'idée que la religion n'est absolument pas satisfaisante. Pourquoi ? Parce que la seule réponse qui soit acceptable, c'est une réponse, pour lui en tout cas, c'est une réponse humaine. C'est-à-dire qu'il veut pas d'une réponse qui dépasse le sens, finalement, qui dépasse nos conditions de vie. Donc une réponse divine. Une réponse divine, une réponse transcendante, qui n'aurait strictement rien à voir avec notre existence ici et maintenant, n'a pour Camus aucune valeur. Et c'est intéressant de le souligner parce que finalement sa critique de la religion va ressurgir dans sa critique du communisme. C'est-à-dire que comment peut-on justifier un présent atroce au moyen d'un futur soi-disant rayonnant, paradisiaque. C'est une réponse qui pour Camus, dans le cas du communisme comme dans le cas de la religion, n'a pas de sens. C'est maintenant que nous luttons, c'est maintenant que nous vivons, et c'est maintenant aussi que nous répondons de nos actes. Et il est hors de question de se justifier de nos crapuleries présentes au nom de notre bonheur futur. Alors, donc, il s'ensuit assez logiquement que faire des projets pour Camus, en réponse en quelque sorte pour essayer de résoudre le sentiment d'absurdité de l'existence, serait assez vain, puisque la mort rôde toujours et que nos projets peuvent être interrompus du jour au lendemain, soit par un arbre, soit par un agent soviétique. Ou un type de l'OS. Oui, ou un type de l'OS. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent entraver nos projets. Alors, en réalité, donc pour Camus, il ne faut même pas tenter de résoudre, de se débarrasser de ce sentiment d'absurdité. Ce serait une erreur. Pourquoi ? Parce que ce sentiment peut être source d'énergie. C'est-à-dire que l'absurde ne doit pas nous empêcher d'agir, et il peut même nous pousser à l'action. Alors,
Et où est-ce que l'homme, en proie à ce sentiment d'absurde, va-t-il dépenser, comment va-t-il dépenser son énergie? Pour Camus, cela peut se faire dans la révolte. Et dans la révolte, justement, dans la révolte présente, qui va ouvrir tout un tas de possibilités à ceux qui se révoltent et qui va finalement leur offrir une plus grande liberté, justement, dans ces possibilités qui s'ouvrent grâce à la révolte. Alors on peut se demander ici, justement, si cette position en faveur de la révolte est-elle une position révolutionnaire ou est-elle une simple posture esthétique? Alors qu'est-ce qu'on peut en penser, Philippe? J'imagine que tu as une idée là-dessus. Oui, j'ai quelques idées. Je pense que l'idée de la révolte chez Camus, elle est présente dès le mythe de Sisyphe, donc dès 1942, où d'ailleurs le mot révolte est employé sous une autre forme, bien plus souvent, il dit lutte. C'est-à-dire que Camus parle de lutte, et même il finit son ouvrage, le mythe de Sisyphe, avec l'idée de la lutte, en précisant que, et n'oublions pas, on est en 1942, on est bien avant la bataille de Stalingrad, c'est-à-dire on est avant qu'elle ait commencé, le tournant de la guerre n'est pas encore accompli, et donc là, l'Europe semble être sous la nuit du nazisme pour très longtemps. Les Allemands paraissent insaisissables, invincibles. Et donc, de ce point de vue, c'est un petit peu désespéré. L'ouvrage porte en effet la marque de cette forme de désespoir. Mais malgré ce désespoir, il y a la possibilité de lutter. Et le seul fait de lutter a un sens, qu'importe le résultat. Et c'est d'où, évidemment, l'importance du fameux mythe de Sisyphe, ce fameux géant qui, vous en souvenez, remonte une pierre le long d'une pente, puis arrivé en haut de la côte, stupidement, Zeus, Jupiter, je ne sais lequel des grands dieux, donne une pichenette à cette pierre qui retourne et qui redescend en bas de la côte, et Sisyphe redescend et il repousse la pierre éternellement, il remonte, il a le courage de remonter sans arrêt. Et la dernière phrase du mythe de Sisyphe, c'est « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Pourquoi? Eh bien parce que dans cette lutte contre le nazisme qui paraît impossible, il y a des gens qui luttent, ils luttent pour tout le monde, ils luttent pour la collectivité, ils ont leur révolte intérieure, c'est elle qui les soutient, et cette lutte les soutient. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir dans une partie de la théorie de la révolte chez Camus, c'est l'aspect de soutien psychologique que constitue l'attitude de rébellion. C'est-à-dire que l'attitude de rébellion chez Camus, elle est individuelle, mais elle s'installe malgré tout dans un groupe. Camus, on l'a vu dans la biographie, a participé à des réseaux de résistance. Donc la lutte de Camus, c'est une lutte qui est nécessaire pour l'équilibre du révolutionnaire. Alors la question de savoir si c'est un révolutionnaire qui veut faire une révolution avec une prise de pouvoir, je dirais, en effet, il n'y a pas d'idée de prise de pouvoir chez Camus. En ce sens, ça fait de lui un libertaire. Et puis, il y a des aspects dans la révolte de Camus qui sont des aspects individuels, qui ne sont pas admis par les anarchistes collectivistes, mais disons-le aussi, Camus était favorable, il a toujours soutenu l'Espagne révolutionnaire, et s'il y a chez Camus des relents d'anarchisme individualiste, il n'y a jamais une phrase contre les révolutionnaires espagnols. C'est toujours un soutien, et il les a soutenus jusque dans les procès, jusqu'à faire des meetings pour empêcher que des militants de la CNT soient exécutés dans l'Espagne franquiste. Oui, Michael? Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que on relit ces œuvres de manière politique et de manière différente. Parce qu'en général, par exemple, quand on lit le mythe de Sisyphe de Camus, on y voit une éthique. Tu citais la phrase, la fin du livre, il faut imaginer Sisyphe heureux, et on fait de tout ça une sorte de philosophie pour adolescents, enfin qui pourrait aider les adolescents à sortir de leur marasme. La fameuse insulte du philosophe pour classe terminale. Voilà, le philosophe pour classe terminale. Alors qu'on voit bien là, et c'est typiquement dans l'analyse que tu nous proposes, que c'est un philosophe politique, et par rapport à ces références libertaires, si on relit par exemple L'homme révolté, puisque on en parlait tout à l'heure, c'est plein de références à la pensée, à la philosophie, à l'action libertaire, aussi bien à Stirner d'ailleurs qu'à Proudhon, qu'à l'Espagne, à l'Espagne, et puis bien sûr Bakounine aussi à Bakounine et aux Russes, quoi, parce que les Russes ont beaucoup apporté au mouvement libertaire, au mouvement anarchiste. Donc ça me paraît important. Il faut en finir avec cette image d'Épinal d'un Camus proposant des solutions existentielles ou des réponses existentielles au mal-être des gens. Il faut voir quelles sont les références politiques de Camus. Ça, c'est quelque chose que j'incite tous les professeurs de français à lire, n'est-ce pas, qu'ils se plongent un peu dans les écrits politiques de Camus, et particulièrement dans les écrits philosophiques de Camus, dont on dit qu'ils ne sont que philosophiques. Voyons par exemple ce qu'il dit. Il dit, à propos de la révolte,
puisqu'on lui reproche d'être un individualiste. On lui dit votre révolte, c'est un truc d'individu dans un petit coin, ça donnera jamais une révolution. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Quels sont ses modèles? Il dit ça dans L'homme révolté. Les pensées révoltées, celles de la commune ou du syndicalisme révolutionnaire, n'ont cessé de nier le nihilisme bourgeois comme le socialisme césarien. On voit donc une double attaque, à la fois contre l'anarchisme individualiste pur du nihilisme bourgeois, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui est visé? Stirner et Nietzsche, Oui. clairement, Qui sont critiqués dans la première partie de l'ouvrage. qui sont très critiqués dans la première partie de l'ouvrage et d'une façon tout à fait différente de celle de Marx. Ah oui, oui, c'est pas la même. Et puis, le socialisme césarien, on reconnaît César, donc l'empereur, il s'agit bien sûr du stalinisme, et là on voit bien la prise de position. Et qu'est-ce qu'il oppose au stalinisme et qu'est-ce qu'il oppose au nihilisme bourgeois? Eh bien, il oppose tout simplement le syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire la CNT, c'est-à-dire la forme de société inventée par les révolutionnaires espagnols, et puis la commune. Alors, on est très clair, la commune a été un mouvement libertaire d'un bout à l'autre, hein, avec ses dirigeants, ses combattants, ses députés. On est vraiment dans la référence à la pensée anarchiste. Alors, on est d'accord, il ne se dit pas anarchiste. Je ne connais pas une seule phrase où Camus dit « je suis un anarchiste ». Ça, je n'en connais pas. Mais il agit comme tel. Il écrit avec les anarchistes dans le monde libertaire sans arrêt. Dès que les anarchistes ont un problème en France, il va les défendre et il va témoigner au tribunal, cas de Maison. Ou bien alors, quand les anarchistes sont menacés en Espagne, menacés donc d'être garrottés ou fusillés, eh bien, ils font des meetings. Et d'ailleurs, ils font des meetings avec Sartre, même après s'être fâchés avec lui. Il faut quand même le signaler aussi. Sur la question du combat Sartre-Camus, n'est-ce pas, de cette fâcherie Sartre-Camus, il faudra qu'on en reparle un peu, parce que c'est aussi un débat qui a été utilisé médiatiquement d'une façon extrêmement réactionnaire, en opposant les deux hommes d'une façon peut-être plus profonde que n'était la réalité de leur débat. Alors tu parlais tout à l'heure de Bakounine, effectivement Camus s'était informé sur lui. Alors dans le livre que nous présentons, il y a Albert Camus les libertaires, des écrits rassemblés par Loup Marin. Il y a un débat assez intéressant qui est présenté entre Gaston Leval et Albert Camus au sujet de la pensée de Bakounine, qui est citée assez régulièrement par Camus dans L'homme révolté, dans tout un passage. Et c'est un passage que je vous recommande chaudement parce que justement ce que conteste Leval, c'est l'interprétation nihiliste de Bakounine. Alors il y a d'autres choses intéressantes, c'est que Camus lui fait le lien entre Bakounine, Netchaïev et les bolcheviks. Car pour lui il y a une ligne, il trace une ligne entre les trois qui est contestable. Oui. Du moins, c'est vrai que l'immoralisme de Netchaïev, tel qu'on le trouve dans le catéchisme du révolutionnaire, n'aurait, à mon avis, pas effrayé les bolcheviks. En revanche, le lien avec Bakounine est plus discutable. Oui, Leval répond bien sur ce sujet-là. Alors, Leval répond extrêmement bien, ouais, tout à fait. parce que justement, il va montrer que Bakounine n'était pas une sorte de fou furieux de la destruction gratuite, mais qu'au contraire, il avait passé une grande partie de sa vie et de son œuvre à construire concrètement, justement, à mettre en place toutes les bases du syndicalisme révolutionnaire. Et d'autre part aussi, il critiquait, il faisait remarquer à Camus que Bakounine n'était pas non plus bêtement opposé à la science, mais qu'il était, de façon plus fine, opposé au gouvernement des savants. Et d'ailleurs là-dessus, Camus lui rendra à Leval raison, et modifiera par la suite ce qu'il avait écrit dans L'homme révolté. Ah oui, il le dit dans le livre, cet ouvrage donc, il reproduit ces textes de Camus, les débats entre Camus et les autres, qui est un travail scientifique un très beau travail très soigné, de compilation de textes, franchement extrêmement utile. Moi je savais des choses, mais j'ai appris énormément en lisant ces textes que je ne connaissais que de façon référentielle, et que pour la première fois j'ai lu, par exemple les objections de un tel à Camus, ou la réponse de Camus aux objections de un tel. Bon, c'est quelque chose qu'on savait par référence, mais là, au moins, on peut lire les textes. Et je dois dire que il existe un autre petit ouvrage, bien sûr, qu'avait produit la collection Volonté anarchiste, que nous avons souvent présenté dans la bibliothèque anarchiste comme de petits bijoux, en effet. Groupe Fred Anthony, donc la Fédération anarchiste, numéro 26 de Volonté anarchiste, Albert Camus et les libertaires. C'est le même titre, hein, et c'était bien avant. Et cet ouvrage est en effet bien plus court,
mais il reprend en gros Les mêmes thèmes. les mêmes thèses qui sont développées par Loumarin dans le bouquin qui est publié chez Égrégore. Alors moi je pense qu'il faut signaler aux collègues, pas aux collègues pardon, mais aux auditeurs, qu'il est possible de se procurer cet ouvrage, donc Albert Camus les libertaires, par le groupe de Fred Anthony, Volonté anarchiste, pour aller vite, n'est-ce pas, entrer dans la pensée de Camus, dans les débats de l'époque, et puis peut-être passer ensuite à cet ouvrage beaucoup plus imposant qui s'appelle Albert Camus libertaire et qui est destiné à des spécialistes, mais qui est extrêmement utile. Oui. Il y a une chose qu'il faut dire à propos de Bakounine. Quand on lit les articles de Leval, donc Gaston Leval, donc grand spécialiste de Bakounine et aussi de l'Espagne révolutionnaire, Oui. fait en opposition à Albert Camus et à ses thèses. En fait, il critique les thèses de Camus dans L'homme révolté, parce que Camus avait choisi de définir et de décrire Bakounine comme un nihiliste absolu, parce que en gros, il craignait, quand on lit son texte, on se rend compte que c'est ça, il craignait ce qu'il appelle la tentation nihiliste. Et il lit en fait les textes de seconde main, et du coup, il arrive à l'idée d'un Bakounine qui aurait tout nié dans l'absolu, la science. C'est ça. Et alors que nous, par exemple, on s'est rendu compte la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, pardon, pour ceux qui nous ont écoutés, que dans ces textes, Bakounine, en effet, n'est pas un critique de la science comme outil de connaissance, mais un critique de la science comme outil de domination et de pouvoir. C'est bien différent. Absolument. Et dans la réponse de Leval, il y a des détails extrêmement précis à propos des erreurs que commet Camus dans ses lectures, et particulièrement la confusion, par exemple, entre le catéchisme révolutionnaire et le catéchisme du révolutionnaire. La confusion entre le texte de Nechaïev et le texte de Bakounine. Donc là, Camus, c'est clair, est allé trop vite. Et là, il a l'honnêteté de le dire, Camus. C'est ce qui est frappant. Ça, c'est Il très dit, agréable. dans sa réponse à Leval, il dit en post-scriptum: je reconnais bien m'être trompé sur tel et tel point, et dans la prochaine édition de L'homme révolté, je ferai le nécessaire pour que ça disparaisse. Donc là, c'est typique aussi de l'attitude de Camus, qui est vraiment un personnage authentique. Et je crois que quand on parle de Camus et de Bakounine, il n'est pas possible de ne pas faire référence à ce syllogisme de Camus. Car s'il y a un syllogisme de Bakounine, souvenez-vous, donc si Dieu existe, l'homme est esclave, or l'homme doit être libre, donc Dieu n'existe pas. Eh bien, dans le mythe de Sisyphe, Camus produit un syllogisme aussi sur la question de l'existence de Dieu, que je vais vous lire. Il dit: nous ne sommes pas libres, et Dieu tout-puissant est responsable du mal, ou bien nous sommes libres et responsables, et Dieu n'est pas tout-puissant. Regardez bien le raisonnement. Ça concerne bien sûr la question de l'existence d'un Dieu tout-puissant. On peut imaginer ce que c'est qu'un Dieu qui n'est pas tout-puissant. C'est plus rien. Vous avez compris. Alors, quel est le raisonnement? Nous ne sommes pas libres et Dieu tout-puissant est responsable du mal, c'est la première alternative. Parce que donc, si nous ne sommes pas libres, si nous faisons des fautes, c'est que quelqu'un nous pilote, et donc c'est Dieu qui fait que nous faisons des fautes. Donc ces fautes, nous n'en sommes pas responsables. Mais c'est lui qui est coupable. C'est Dieu qui est coupable de ces fautes. C'est lui qui est l'origine du mal. Donc c'est déjà extrêmement dur. Un Dieu qui serait l'origine du mal, bien sûr, c'est pas une définition qui correspond à l'idée de Dieu. Donc déjà dans cette première phrase, on a la négation de l'existence de Dieu. Et l'alternative, n'est-ce pas, l'opposé, que reprend Camus dans son syllogisme inversé, c'est: nous sommes libres et responsables, et Dieu n'est pas tout-puissant. Voilà l'autre alternative. Car si nous sommes libres et responsables, alors c'est que nous avons une liberté que Dieu ne peut pas maîtriser, et donc il n'est pas tout-puissant non plus. Donc il n'est rien du tout. Ce que démontre dans les 2 parties de sa petite démonstration, par exclusion, c'est que dans les 2 cas, la toute-puissance de Dieu est impossible. Or, la toute-puissance, c'est l'attribut principal du divin. Il faut se souvenir que c'est évidemment, ou alors on tombe dans le paganisme et on se met à adorer, Jupiter, Junon, Vénus, enfin toute la bande de la joyeuse famille olympienne. Oh, c'était plus marrant que ceux du christianisme. C'est vrai, parce qu'ils nous ressemblent tellement, beaucoup plus. Voilà. Donc bon, je crois que sur cette question-là aussi, le rapport à Bakounine, moi je ne peux pas penser que Camus a construit ce syllogisme-là sans se référer d'une manière ou d'une autre au syllogisme de Bakounine. Dans le mythe de Sisyphe, il y a tellement de références, par rapport au débat que nous avions il y a 15 jours sur la question de la métaphysique. Faut-il ou non faire de la métaphysique? On voit en fait une philosophie qui apparaît, qui est une philosophie sur la conscience, une philosophie sur l'être, et qui est une philosophie sans métaphysique. Vraiment, particulièrement concrète, et qui fonctionne d'une manière rationnelle. Et moi, je trouve que Camus a produit ce texte très jeune, enfin, à mon avis, jeune en tout cas, pour produire un texte pareil. Le mythe de Sisyphe est un texte qui est très, très méconnu.
Et il mériterait d'être vu comme l'une des bases premières, des premières prises de position de Camus. Il est d'ailleurs à peu près contemporain de l'étranger. Il est contemporain de ses articles dans Alger républicain. Attention, on est vraiment dans le moment où Camus donc se lance dans une vraie action politique d'envergure. D'autre part, comme tu parlais je voudrais citer un passage dont tu as cité déjà un morceau ou un truc pas loin, où on voit aussi sans doute l'influence des anarchistes sur Camus, quand il parle du syndicalisme révolutionnaire. Oui. Il dit: ce syndicalisme même n'est-il pas inefficace? Donc c'est une question rhétorique. La réponse est simple: c'est lui qui en un siècle a prodigieusement amélioré la condition ouvrière depuis la journée de 16 heures jusqu'à la semaine de 40 heures. L'empire idéologique, je pense que c'est l'URSS, lui, a fait revenir le socialisme en arrière et détruit la plupart des conquêtes du syndicalisme. C'est que le syndicalisme partait de la base concrète, la profession, qui est à l'ordre économique ce que la commune est à l'ordre politique, la cellule vivante sur laquelle l'organisme s'édifie, tandis que la révolution césarienne part de la doctrine et y fait entrer de force le réel. Le syndicalisme, comme le communisme, comme la commune, est la négation au profit du réel, du centralisme bureaucratique et abstrait. Voilà. Un tel passage, il n'y a qu'un anarchiste pour l'écrire. Oui. Il le fait à la fin de son livre, en plus. Donc oui, c'est vraiment la conclusion du livre, le message qu'il veut que les gens... C'est-à-dire qu'il y a des phrases qu'on pourrait trouver chez Proudhon, chez Bakounine, Ah oui, ou chez Pouget. Ou chez Pouget, qui serait pas renié. Et quand on pense que la plupart des gens qui commentent Camus osent ne jamais citer ces phrases, qui sont dans la conclusion, des phrases dont certaines sont déjà en partie dans le raisonnement, dans le corps du raisonnement, depuis le début, avec des démonstrations très serrées. Quand on pense que c'est une véritable opération d'effacement, c'est-à-dire que Camus à l'heure actuelle est perçu comme un simple auteur, un écrivain, un petit peu, un humaniste un peu dingo, gentil, pas méchant, radical socialiste, ouais, et qui au moins a essayé de contrer le méchant Jean-Paul Sartre. Oui, le méchant stalinien. Ouais. Et d'ailleurs, si vous lisez les biographies de Camus sur Internet ou dans le dictionnaire, ce que j'ai fait pour l'émission, vous ne trouverez aucune référence à l'anarchisme. Aucune. C'est incroyable. C'est complètement dingue parce que il y a passé quand même une partie de son temps, de son énergie, de ses articles, et c'était complètement occulté. Ce qui fait qu'effectivement, maintenant, on peut dire que Camus c'est l'auteur c'est bon pour les élèves de terminale. Ils ont retiré tout ce qu'il y avait d'intéressant dedans. Et il y a une chose qu'on peut dire aussi à ce propos, tu sais, au sujet de l'interprétation qu'on fait de son analyse de l'homme révolté. On dit toujours qu'il fait l'apologie de la révolte contre ce qui serait en gros la révolution. Mais en fait, quand on lit bien le texte, l'homme révolté, on se rend compte qu'il critique la révolution comprise dans le sens du communisme autoritaire, pas la révolution libertaire. Absolument. Je vais vous lire un passage qui est frappant de ce point de vue-là, et c'est page 140 donc dans l'édition Folio. Bon, c'est vrai que c'est là que vous trouverez le livre, hein. Il est facile à trouver. Il dit alors c'est pourquoi, dit-il, non, c'est un tout petit peu plus haut, il dit: la révolution commence au contraire à partir de l'idée, donc il oppose révolte et révolution, et ensuite il débouche sur l'idée que il ne peut y avoir en fait de révolution définitive. Il explique pourquoi. C'est pourquoi la révolte tue des hommes alors que la révolution détruit à la fois des hommes et des principes. Mais pour les mêmes raisons, on peut dire qu'il n'y a pas encore eu de révolution dans l'histoire. Il ne peut y en avoir qu'une qui serait la révolution définitive. Je pense que là, il veut dire la révolution libertaire. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit ensuite: le mouvement qui semble achever la boucle en entame déjà une nouvelle, à l'instant même où le gouvernement se constitue. Les anarchistes, Varlet en tête, ont bien vu que gouvernement et révolution sont incompatibles au sens direct. Et là, il cite Proudhon. Il implique contradiction, dit Proudhon, que le gouvernement puisse être jamais révolutionnaire, et cela par la raison toute simple qu'il est gouvernement. Expérience faite, ajoutons à cela que le gouvernement ne peut être révolutionnaire que contre d'autres gouvernements. Il continue: les gouvernements révolutionnaires s'obligent la plupart du temps à être des gouvernements de guerre. Donc en fait, il décrit toutes les tentatives révolutionnaires faites jusque-là comme des révoltes successives qui auraient échoué, et qui échouent parce qu'elles veulent maintenir un gouvernement. Mais la véritable révolution, elle, et je pense qu'il pensait à l'Espagne, et on va le voir parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont en rapport avec l'Espagne, elle est capable de se débarrasser de l'idée du gouvernement au sens, bien sûr, au sens hiérarchique, de la centralisation, qui est le propre de l'expérience politique liée au communisme autoritaire. Donc, quand on dit penseur anticommuniste Camus, enfin critique à l'égard du communisme, oui à l'égard du communisme autoritaire, oui à l'égard des modèles de révolution dévoyés,
mais non à l'égard de l'idée d'un communisme libertaire, de l'anarcho-syndicalisme, c'est cité à la fin du texte, c'est l'expérience espagnole, c'est évident, et bien sûr donc de l'idée anarchiste en général. Eh bien, je vais continuer la lecture à la page 142 du bouquin de Loup Marin, donc c'est Camus qui parle. La seule passion qui anime l'homme révolté est justement celle de la Renaissance. En ce qui vous concerne, vous gardez le droit de penser et de dire que j'ai échoué dans mon propos, et qu'en particulier je n'ai pas servi la pensée libertaire. Et il ajoute, dont je crois pourtant que la société de demain ne pourra se passer. C'est clair. La pensée libertaire, Camus nous dit que de cette pensée libertaire, la société de demain ne pourra se passer. Autrement dit, c'est très clair, il s'agit d'une vraie position politique, une prise de position politique qui est intéressante parce qu'elle est permanente. Elle commence dans sa période anticoloniale, elle se continue pendant la guerre, elle continue après-guerre, elle va se consolider sans arrêt à l'occasion de la condamnation simultanée des crimes franquistes et des crimes staliniens en Hongrie. Elle va continuer dès lors que l'armée française va commencer à provoquer des massacres dans les oueds, dans les bleds algériens. On va parler des luttes de Camus tout de suite après, et donc ça servira d'introduction à ce que nous allons dire. Mais c'est vrai que nous avons là quelqu'un qui, en effet, est un libertaire. Alors pourquoi n'était-il pas dans un groupe anarchiste? Alors ça, c'est difficile de le dire. Peut-être qu'il jugeait insuffisantes certaines prises de position individualistes dans la fédération anarchiste de l'époque, c'est possible. Peut-être que certaines querelles de chapelle lui semblaient tout à fait inutiles et préjudiciables et qu'il n'a pas voulu se tremper dans ces débats. En revanche, tous les coups de main, il les a donnés. À chaque fois qu'il a été appelé, aussi bien par des anarchistes individualistes comme Maurice Joyeux, que par des gens des rescapés de l'Espagne révolutionnaire, la CNT en exil, qui demandaient à Camus de venir les appuyer dans la défense des condamnés. À chaque fois, il a répondu positivement. Et donc, eh bien, on va maintenant passer à la troisième partie, mais avant de passer à la troisième partie, nous allons bien entendu entendre une musique un petit peu revigorante, comme vous avez l'habitude d'en entendre dans la bibliothèque anarchiste. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Nous continuons l'étude de Albert Camus et les libertaires, aux éditions Égrégore, écrit rassemblé par Loup Marin, 1948-1960. L'ouvrage est disponible dans les meilleures librairies, bien évidemment, à la librairie Publico, au 145 rue Amelot, dans le 11e à Paris. Alors on aborde maintenant les questions de Camus dans l'action. Alors Michel, il y a beaucoup de choses à dire sur Camus, homme engagé, homme d'action. Oui, Camus ne faisait pas qu'écrire des livres, fort heureusement. Il soutenait activement les causes qu'il pensait justes, et il n'hésitait pas à dire la vérité, ou du moins ce qu'il pensait être la vérité, mais sans jamais sans jamais faire de compromis, je pense, avec ce qu'il estimait être la justice et la vérité. Alors, il faut savoir aussi que, justement, par rapport que Camus a très vite défendu un certain pacifisme. Alors, c'est un pacifisme qui est mitigé, qui est complexe, parce que comme tu l'as rappelé, Philippe, il écrivait dans Combat, il dirigeait même la revue, et Combat, c'était une revue qui appelait à prendre les armes. Un journal, oui. C'est un journal, oui, un journal qui appelait à prendre les armes. Donc, sa position par rapport à la violence est assez bien résumée, je trouve, dans les écrits rassemblés par Loup Marin, parce qu'on voit que Camus, finalement, va défendre une position presque en deux temps. Il va dire je ne fais pas assez confiance en tant qu'homme, ou je ne crois pas être un saint, et seul un saint pourrait ne pas utiliser la violence. Et la résistance nous a montré une chose, c'est que souvent la violence est nécessaire. En revanche, elle est injustifiable. Et quant à la non-violence, ce serait l'idéal, ce serait ce qu'il y a de mieux à faire, mais c'est utopique. Alors c'est une position qui est qui est assez subtile, et qui fait, je trouve, place au réel aussi, place au problème qu'on peut rencontrer dans la réalité quand on a affaire à un pouvoir qui nous opprime. Oui, Philippe ? Oui, ce qui me paraît vraiment captivant dans la pensée de Camus, en l'occurrence à propos de la violence et de la non-violence, c'est cette distinction qu'il fait, ou plutôt cette définition qu'il donne. Il dit la violence est à la fois injustifiable et nécessaire.
qu'elle soit nécessaire pour des raisons concrètes. Il en a vu la démonstration concrète quand il était lui-même un résistant. On en a parlé tout à l'heure. Et en même temps, il ne va pas chercher à la justifier, c'est-à-dire à la rendre légitime au plan moral. C'est-à-dire que c'est vrai que pour ce qui est de la morale, Camus a une vision extrêmement élevée de la morale, tout comme d'ailleurs Kropotkin l'avait. Souvenez-vous, quand on a étudié le texte de Kropotkin, La morale anarchiste, il y a aussi un espoir chez Kropotkin que les choses puissent bien se passer. Même on le lit ça chez Proudhon et même chez Bakounine parfois. Donc il y a un espoir que ça puisse bien se passer. Mais il y a aussi le sentiment que la nécessité va certainement se faire jour d'un usage de la violence. Donc, bien distinguer en effet, et ça c'est très très important dans un temps où on nous parle beaucoup de violence, et dans des conditions qui sont absolument inacceptables, à la télévision, à la radio, il faut distinguer en effet entre la violence nécessaire et la violence justifiable. Pour Camus, sur le plan moral, il n'y a pas de justification de la violence, non en effet. Mais la nécessité historique, la nécessité de la transformation vers une société libertaire, et j'en prendrai un seul exemple avant de passer la parole à Michael, c'est que lorsqu'il parle de l'Espagne, qui a été une révolution extrêmement violente, mais il faut le savoir, c'était une violence de défense, c'était une violence en réplique. N'est-ce pas ? Il faut le rappeler, la République espagnole a été attaquée de l'intérieur par un putsch militaire. Elle a répondu militairement. Quoi de plus naturel ? Eh bien, à aucun moment, Camus ne se pose le problème. Il dit par exemple, donc dans ce livre, Albert Camus les libertaires, donc le gros livre qui est chez Grégor, à la page 207, il dit tout simplement « L'Espagne a été notre vraie institutrice ». L'Espagne a été notre vraie institutrice. Et lorsqu'il aura un peu plus tard à défendre des Espagnols qui vont se faire exécuter, qui ont d'ailleurs été exécutés, il dira « Qui osera dire que je suis libre quand les plus fiers de mes amis sont encore dans les prisons d'Espagne ?» Donc, il n'y a aucun doute, Camus est capable d'utiliser la violence, et il ne va simplement pas chercher à en faire une justification, je dirais presque mythologique, comme on le voit se faire par exemple dans le texte d'Engels, la violence grande accoucheuse de l'histoire. Oui, il y a des textes notamment sur cette question avec Engels. Engels faisait l'apologie de la violence et de la haine. Oui. Il justifie la haine de classe, Engels, dans plusieurs de ses textes. Absolument. Et c'est vrai que Camus refuse de le faire, je crois qu'il a parfaitement raison. Mais par rapport à ce qu'on disait sur la question de la violence, c'est vrai qu'il ne cherche pas à la justifier au sens donc de la morale, mais surtout ce qu'il veut éviter, je pense, de justifier, c'est le meurtre. C'est la disparition d'une vie humaine. Et c'est vrai que la disparition d'une vie humaine, on peut tomber assez d'accord avec lui, c'est toujours injustifiable. Même si c'est la pire des pourritures dont on se débarrasse, moralement, c'est quand même une vie qu'on supprime. Et en même temps, on pourrait discuter avec lui, parce que c'est vrai que dans le cadre de ce que tu signales, à savoir en fait la réplique à l'agression, par exemple à l'agression fasciste, la violence est nécessaire, et donc en termes de réciprocité et presque de justice au sens proudhonien, on pourrait la justifier politiquement. Je veux dire que c'est pas impossible non plus de le faire. Politiquement, mais lui, quand il est justifiable. Oui, je veux dire moralement. Pas au plan moral. D'ailleurs, je pensais à des textes de Bakounine où Bakounine disait il n'est pas forcément nécessaire d'éliminer les personnes si on éliminait les positions qui rendaient ces personnes dangereuses. De ce point de vue-là, on pourrait sans doute trouver des points de convergence peut-être entre Bakounine et Camus. C'est-à-dire que effectivement, Bakounine disait si on fait la révolution, il se peut qu'on soit obligé de tuer des gens. Oui. Mais le plus souhaitable, ce serait qu'on en tue quand même le moins possible, parce que si on arrive à faire notre révolution, les gens qui étaient nuisibles auparavant sont rendus inoffensifs et on pourra les laisser vaquer, on s'en fiche. Oui. Cette réticence de la violence à l'égard de la violence dans l'anarchisme, elle est très ancienne. Elle est dans une lettre de Proudhon en réponse à Marx, où, sentant bien venir dans le marxisme quelque chose de dangereux et de véritablement meurtrier, Proudhon répond « Je ne suis pas pour une Saint-Barthélemy des propriétaires ». C'est-à-dire qu'en fait, Proudhon était en effet hostile à la propriété, on l'a vu ici de nombreuses fois dans la bibliothèque anarchiste, c'est quelqu'un qui a participé à dégrader très gravement le principe même et la logique de la propriété. Mais il y a en effet une sorte de répulsion à tuer dans l'anarchisme qui est réelle, et pourtant, la nécessité, si elle se fait lieu, alors, évidemment, elle va parler. Et je voudrais me raccrocher à des événements récents. Par exemple, à l'occasion de des manifestations qui ont lieu contre l'OTAN à Strasbourg, le week-end dernier. Eh bien, en effet, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu des gens, des Black Blocs,
qui ont attaqué des symboles de l'exploitation capitaliste qui nous opprime. Des institutions. Des institutions, des gens qui nous volent, des banques, des assurances, des gens qui ont ruiné, des gens qui délocalisent. Ils ont attaqué en effet des lieux, des symboles, des hôtels dans lesquels avaient séjourné ou devaient séjourner de ces huiles, n'est-ce pas, militaires engalonnées, meurtriers, patentées de tous les pays du monde. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, ces gens ont été sauvagement agressés physiquement par les policiers, alors que ces Black Blocs n'avaient pas agressé de gens. Et l'interview de l'une des personnes du Black Bloc était significative de ce point de vue-là. Il disait « Nous sommes venus attaquer des symboles de l'exploitation capitaliste. On a attaqué des banques, des assurances, on a attaqué des choses qui nous semblaient être le symbole de ce pourquoi les gens souffrent. Ensuite, si l'État bourgeois nous envoie la police pour nous empêcher de le faire, alors on se battra contre cette police. » Et on est, je crois, dans le même type de raisonnement que celui de Camus. La violence nécessaire. Une violence qui devient nécessaire parce qu'il y a une agression, parce que l'État a réagi de manière violente, alors que l'objectif était un objectif symbolique qui était un bâtiment, ou des bâtiments, ou des séries de bâtiments. Donc je crois qu'il faut aussi dire, entre parenthèses, que quelques-uns des camarades qui se sont battus à Strasbourg sont maintenant en prison, qu'ils ont été jugés en comparution immédiate, que certains d'entre eux sont en grève de la faim, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les radios comme Radio Libertaire devraient les soutenir et exiger qu'il leur a remise en liberté immédiate. Quand on pense que quelqu'un a été condamné à 6 mois de prison parce qu'il avait une hachette dans le coffre de sa voiture, mais enfin c'est extraordinaire. Il y a des tas de gens qui ont des objets extrêmement dangereux dans leur coffre de voiture et qui en d'autres circonstances n'auraient pas 6 mois de prison. Mais c'est encore une histoire à la Julien Coupat. C'est encore une histoire façon Tarnac, décidément. Mais que fait donc la police ? Eh bien la police cherche des coupables et pour fait se faire mousser. C'est clair. Et on invente. Ouais. D'ailleurs, je voudrais avertir nos auditeurs, si jamais ils vont faire leurs courses chez Leroy Merlin, qu'ils soient extrêmement prudents. De nos jours, une perceuse, un marteau... on déconseille même de démonter l'objet avant de le mettre dans son coffre. Par exemple, si vous achetez une hache, eh bien, enlevez la hache, enlevez la partie métallique du manche, parce que sinon on va vous accuser d'être je ne sais quel anarchiste dangereux qui se prépare à attaquer l'OTAN. Enfin, c'est invraisemblable. Et je pense que c'est à relier à la position de Camus. Et donc, par pitié, n'achetez pas de marteau-piqueur. Non. Alors, d'autre part, Camus, dans ses luttes, justement, je parlais de son pacifisme, a défendu de façon extrêmement vigoureuse le statut d'objecteur de conscience. Il faut savoir qu'à l'époque où il entreprend cette lutte, certains militants pacifistes étaient emprisonnés depuis 10 ans. Pour certains, d'autres depuis 5 ans. Ils croupissaient dans les prisons. Ils croupissaient dans les prisons pour justement avoir refusé d'être incorporés dans l'armée. Et donc Camus, lui, avec les libertaires, va prendre la défense de ces gens en proposant un statut juridique pour l'objecteur de conscience. Et il souligne 2-3 choses importantes, dont l'idée que le service civil qui serait demandé à ces objecteurs de conscience ne soit pas plus long que le service militaire. C'est pas le cas aujourd'hui. Qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas quand l'armée était encore une armée de conscription, une armée de métier, puisque le service est aboli. Le service est aboli, mais ça durait, je crois, 21 mois pour les objecteurs de conscience et 12 mois pour les appelés lambda. Alors, donc dans ce statut, enfin vraiment, c'était une lutte assez courageuse. Alors il n'aura pas le temps de la terminer. D'autres le feront. C'est vrai, la question de l'objection de conscience est une question importante. Camus a été parmi ceux qui ont permis de définir le statut. Les luttes auxquelles Camus a participé ont permis ça. Mais il faut le dire qu'en plus, c'était d'autant plus dangereux que ça se passait dans le cadre de la guerre d'Algérie. En plus, il le dit à un moment, et je trouve qu'ils utilisent des arguments intéressants pour défendre l'objecteur de conscience. Bon, bien sûr, les objecteurs de conscience étaient accusés d'être des lâches. Oui. Mais il dit, c'est le contraire. Regardez, ces hommes sont depuis 7, 8, 10 ans en prison. Il n'y a pas plus courageux qu'eux. Non, mais c'est vrai. Il suffirait qu'ils acceptent d'aller à l'armée. Voilà, et ils seraient libérés immédiatement. Donc là, je pense qu'il y a plein d'excellentes choses dans ce statut d'objecteur de conscience, comme tu le signales. C'est vraiment un très bon texte. Et finalement, c'est vrai que Camus ne verra pas se réaliser ce statut. Il va mourir, comme on l'a signalé, dans des circonstances troubles. Et c'est un des militants anarchistes de la fédération anarchiste, Louis Lecoing, qui va se lancer dans une grève de la faim et finalement obtenir du pouvoir gaulliste le statut d'objecteur de conscience. Lecoing va faire une grève de la faim, il serait mort, il était parti pour mourir. Il le dit d'ailleurs, on le voit dans un de ses textes, il était parti pour mourir, et puis je crois que le pouvoir gaulliste a voulu éviter la catastrophe.
Donc d'autre part, alors Camus n'avait pas forcément un don pour se faire des amis, puisqu'on a vu que, avec son statut d'objecteur de conscience, sa position sur l'Algérie, c'était sans doute mis à dos l'OS et toute une partie des va-t-en-guerre franchouillards. Mais les pieds noirs fascisés. Oui, les pieds noirs fascisants, fascisés. Et les fascistes de métropole. Mais ça ne l'a pas empêché de critiquer le FLN. Et de prendre parti pour c'est le MNA de Messali Hadj. Donc, alors pourquoi est-ce qu'il critiquait le FLN? Sans doute parce qu'il voyait un parti qui était trop autoritaire, qui était sans doute aussi trop enclin à zigouiller sans autre forme de procès tous les opposants, y compris d'ailleurs algériens, dans son propre camp. Et qui n'hésitaient pas, je crois, à tuer femmes et enfants puisqu'ils avaient ils avaient attaqué un groupement des villages où il y avait des partisans de Messali Hadj et ils n'avaient pas du tout hésité à zigouiller tout le monde. Et donc de ce point de vue-là, Camus, c'est là qu'on retrouve un peu sa position qui a pu d'ailleurs prêter certains réalistes à rire de lui d'ailleurs, de juste, d'intransigeant. C'est-à-dire que il va pas s'arrêter à l'idée qu'il ne faut pas faire le jeu, par exemple, de l'OS et donc ne pas critiquer le FLN. Il critique l'OS, mais il critique aussi le FLN. Il n'hésite pas dans un cas comme dans l'autre. Ah oui, d'autant plus que le cas Messali Hadj est un cas particulier. Messali Hadj insistait toujours sur le fait que son mouvement, le MNA, était de loin le plus ancien mouvement de libération algérien, puisqu'il s'était construit dans les milieux des travailleurs émigrés algériens de la métropole entre les deux guerres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la première implantation ouvrière algérienne qui était aspirée par les besoins économiques de la France à ce moment-là, les gens qui étaient traités dans des conditions absolument extraordinairement violentes et dures. C'est cette première vague d'immigration qui s'est conscientisée, la première, bien avant la population algérienne d'Algérie. C'est très important. Le contact des syndicats français, bien sûr, ça c'est sûr, le contact du Parti communiste, le contact des libertaires, et Messali Hadj crée son MNA. Mais le MNA était un mouvement qui n'était pas un mouvement nationaliste au sens où le FLN était nationaliste. Le MNA fonctionnait sur des bases syndicalistes révolutionnaires, et Camus va faire un appel pour que le FLN cesse d'assassiner les syndicalistes, car, dit-il, l'Algérie aura besoin de ces cadres quand elle sera indépendante. Et il avait une vraie perception prophétique de ce que sera l'Algérie de l'après-indépendance. C'est une Algérie décapitée, une Algérie où les combattants les plus sincères ont été massacrés par des luttes internes, soit internes au FLN lui-même, soit internes à la résistance algérienne dans son ensemble, entre le FLN et le MNA. Mais les massacres de gens du MNA étaient quelque chose qui faisait se régaler les autorités françaises de métropole, mais au bout du compte, la prise du pouvoir à l'intérieur de la résistance algérienne du FLN a abouti à des situations bien pires, et bien pires surtout aussi, bien sûr, malheureusement, pour l'Algérie. Donc la prise de position, l'appel d'Albert Camus, qui se trouve à la page 18 du petit livre Volonté anarchiste que nous avons cité tout à l'heure, le numéro 26, qui s'appelle lui aussi Albert Camus et les libertaires. Je me permets de lire le texte rapidement. Puisque je m'adresse à des syndicalistes, j'ai une question à leur poser et à me poser. Allons-nous laisser assassiner les meilleurs militants syndicalistes algériens par une organisation qui semble vouloir conquérir au moyen de l'assassinat la direction totalitaire du mouvement algérien? Les cadres algériens dont l'Algérie de demain, quelle qu'elle soit, ne pourra se passer, sont rarissimes, et nous avons nos responsabilités dans cet état de choses. Mais parmi eux, au premier plan, sont les militants syndicalistes. On les tue les uns après les autres, et à chaque militant qui tombe, l'avenir algérien s'enfonce un peu plus dans la nuit. Il faut le dire au moins, et le plus haut possible, pour empêcher que l'anticolonialisme devienne la bonne conscience qui justifie tout, et d'abord les tueurs. Oui, Michael ? Il y a une chose, c'est que là, ce qu'on voit aussi, c'est critiquer, c'est le mécanisme qui, à l'intérieur d'une révolution, fait que des révolutionnaires se tuent entre eux. Quand dans une révolution, des révolutionnaires se tuent entre eux, c'est très mauvais signe. C'est le signe qu'on est engagé sur la mauvaise voie. Et dans le cas algérien, c'est-à-dire qu'entre les massacres de l'armée française qui tuent les cadres, les gars du FLN qui tuent les gars du MNA, les mecs du FLN qui se tuent entre eux, c'est vrai qu'ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, ils ont été obligés d'appeler les spécialistes du gouvernement soviétique, oui, qui leur ont mis en place un État et une structure industrielle
autoritaire, classique, Dictatorial. productiviste, et en fait, ça a lié les pieds et les mains de ce qui aurait pu être une véritable, authentique libération du peuple autogéré, quoi. Le mouvement populaire de libération en Algérie est mort en même temps que l'indépendance arrivait. C'est-à-dire que c'est extraordinaire de voir à quel point des cadres militaires de l'Algérie qui n'étaient pas en Algérie, qui étaient des gens qui étaient de l'autre côté de la ligne Maurice en Tunisie ou bien planqués au Maroc, ce sont ces cadres militaires-là qui sont venus, en envahissant l'Algérie évacuée par les Français, s'emparer du pouvoir de manière militaire, s'en emparer, liquider le pouvoir civil, liquider les structures qui s'étaient constituées, qui étaient des structures locales de libération, et en finir de manière définitive avec la révolution algérienne, ce qui aboutit bien sûr à un pouvoir à la fois nationaliste, bourgeois et bureaucratique, assisté pour des raisons de guerre froide par l'étranger, c'est-à-dire essentiellement le bloc de l'Est. Bon, franchement, Camus avait raison sur toute la ligne dans cette affaire, non seulement dans la condamnation des colonialismes, dans la condamnation de la torture par les Français, dans la condamnation de l'exploitation de l'Algérie par les colons, par la métropole, et aussi, bien sûr, dans la condamnation du caractère totalitaire du FLN, qui a largement fait ses preuves depuis, on le sait bien. Alors, d'autre part, on a déjà mentionné à plusieurs reprises le soutien qu'il avait apporté, le soutien constant et indéfectible qu'il avait apporté aux républicains espagnols, mais il est aussi remarquable que dans beaucoup de ses écrits qui sont cités par Lomarin, il va lier la cause espagnole à la cause hongroise. Oui. Et pour justement dire, d'une certaine façon, la guerre, alors il y a tout un tas de textes intéressants où il dit que la Seconde Guerre mondiale a commencé en Espagne, oui. En 1936. Tous les historiens admettent désormais. Oui, et qu'elle n'a pas commencé en 1939, mais que le vrai début c'est 1936. Oui. Et par fidélité, en quelque sorte, à la résistance, il va dire que justement, il faut aussi soutenir les Hongrois qui sont en lutte contre le pouvoir soviétique. Alors il faut rappeler ce qui s'est passé en 1956 en Hongrie, n'est-ce pas, à la suite de l'établissement d'un pouvoir, disons, en gros, à la fois anti-russe et anti-soviétique et anti-stalinien. Une agression militaire de très très grande ampleur s'est opérée contre la Hongrie, à l'abri d'ailleurs de l'agression qui avait lieu contre l'Égypte et qui était menée au même moment par les puissances européennes, essentiellement la France et l'Angleterre. C'est-à-dire que, comme par hasard, c'est sous le parapluie de cet événement que l'affaire de Hongrie s'est déclenchée et s'est réglée. Et les morts, la résistance hongroise a été héroïque, exemplaire, devant une armée extrêmement aguerrie qui venait de vaincre l'ennemi hitlérien 10 ans avant. Ça a été très très dur. Il y a eu un nombre de morts inconnus, un nombre d'emprisonnés inconnus, un nombre de gens fusillés inconnus, en tout cas très élevé, très important. Et Camus, contrairement au Parti communiste et contrairement aux compagnons de route du Parti communiste de l'époque, sauf bien sûr, il faut le signaler, Sartre, qui à ce moment-là se désolidarise totalement du Parti communiste et pour toujours, mais d'autres vont y rester quand même. Eh bien, il va y avoir Camus qui, comme d'habitude, ressort son drapeau, n'est-ce pas, et qui crie, n'est-ce pas, au meurtre, et qui, comme tu le dis, en effet, établit ce parallèle entre le franquisme, le fascisme espagnol meurtrier qui fusille et qui garrotte les syndicalistes de la CNT, et l'armée soviétique qui assassine les combattants de la liberté hongroise. D'ailleurs, c'est ce qui lui donnera l'occasion de faire cette espèce de jeu de ni toi ni toi, ni l'un ni l'autre, ni le capitalisme bourgeois ni le communisme stalinien, en disant non, je ne peux pas, par exemple, collaborer à l'UNESCO puisque ils veulent réintégrer l'Espagne franquiste. L'ONU accepte de réintégrer l'Espagne franquiste. Non, je ne peux pas collaborer avec l'Europe actuelle qui voudrait que Franco en fasse partie, sous prétexte qu'on aura besoin des armées espagnoles pour résister à l'envahisseur russe lors de la Troisième Guerre mondiale. Et dans le même temps, il dira, mais je peux absolument pas soutenir un régime qui assassine des gens qui lui résistent. De façon sans vergogne et avec des tanks et les tanks de la liberté. À un moment, je pense qu'il y a cette expression où il dit oui, bien sûr, c'est les tanks de la liberté qui viennent tuer les méchants hongrois réactionnaires. Alors cette génération a vécu ça, la génération d'après a vu la même chose en Tchécoslovaquie. Voilà, en 68. Le même scénario en 68, en août 68. Oui, avec un détail supplémentaire, c'est que comme Khrouchtchev avait dénoncé le stalinisme,
pas mal de gens pensaient que justement une réforme interne du système soviétique était possible et qu'on pouvait peut-être mettre la révolution sur les rails. Oui, ça c'était la théorie de Dubček. Oui. Et Camus va s'opposer à ça, en disant que on peut pas faire évoluer justement une dictature et qu'il n'y a pas moyen de rendre les potences moins meurtrières dans ce type de régime. Ça, c'est très vrai. Encore que Camus n'ait pas connu l'expérience tchèque, bien sûr, puisqu'il est mort en 1960. Il aurait été intéressant de savoir ce que Camus aurait pensé de l'expérience tchèque. Probablement aurait été en effet assez sceptique, comme tu l'indiques, puisque Dubček sortait quand même de l'appareil. Et donc, je crois qu'il ne va pas lui faire confiance. Mais on a essayé de passer en revue ce très gros ouvrage, qui fait tout de même plus de 300 pages, qui est très intéressant, constitué de documents vraiment capitaux. Et on vous a aussi indiqué l'existence de ce petit opuscule, donc Albert Camus et libertaire, même titre, donc Volonté anarchiste, que vous trouverez chez Publico, bien sûr, au 145 rue Amelot, métro Oberkampf pour République, à Paris dans le 11e. Et puis, puisqu'on est à la bibliothèque anarchiste, eh bien, on va vous indiquer quels étaient les auteurs préférés de Camus. Donc, si vous avez envie de lire comme Camus, eh bien, vous trouverez à la page 309 ses auteurs préférés. Ses auteurs préférés sont les suivants, Vallès, Tolstoï, Poulaille, Guillou, Gorky, Roger Martin Dugard. De Louis Guillou, je signale à nos auditeurs qu'il y a un excellent roman qui s'appelle Le Sang Noir, et qui se passe en 1914 pendant la guerre, avec un professeur de philosophie qui est en prise avec le bourrage de crâne, et je vous recommande vivement cet ouvrage. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de la Bibliothèque anarchiste, et maintenant, musique.